Les examens de fin d'année ont livré leur verdict. Dans certaines maisons, c'est la joie. Dans d'autres, ce n'est pas du tout la joie. Mais ceux qui ont eu la grâce de franchir le cap et de détenir désormais des différents diplômes ont une autre question à se poser pour la plupart. Quelle filière faut-il embrasser pour que dans quelques années, on soit un professionnel accompli qui est épanoui dans sa vie et dans sa famille? Mesdames, Messieurs, nous allons faire le débat avec des invités déjà installés sur ce plateau que Précieuse se fera le plaisir de vous présenter. Nos invités sont déjà sur le plateau. Il s'agit de Dr Valérie Idossou. Vous êtes formatrice. En face de vous, Tanaka Nekwa, vous êtes entrepreneur, motivateur. Et puis, au téléphone tout à l'heure, Alain Sochoumé, nous aurons avec nous Maître Gaspard Alofa. Il est doctorant. Merci à vous, Précieuse Akweronou. Mesdames, Messieurs, voilà le décor planté. Nous allons, comme on le dit, honneur aux femmes, on va le faire. Madame Valérie Idossou, quand les enfants ont, je dirais, on commence par le bac, quand ils ont le bac, ils sont de futurs étudiants, les rêves plein la tête, et puis des années plus tard, certains sont vraiment épanouis dans leur choix, d'autres se demandent s'ils n'ont pas fait une mauvaise opération lorsqu'il s'agit de choisir une filière. À votre avis, quels devraient être les critères qui rentrent en ligne de compte pour le choix d'une filière? Merci, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Et quand il s'agit de parler de la jeunesse, je suis très honorée parce que la jeunesse, c'est l'espoir des familles et si c'est également l'espoir de toute une nation. Et le sujet que nous abordons ce jour, qui est celui de l'orientation après des examens, parce que ça commence quand même au moins par le niveau BPC. Il y a des enfants qu'on oriente depuis le BPC et il y en a qu'on oriente après le bac. Oui, les critères pour bien s'orienter, et je vais en citer quelques-uns, ce n'est pas des critères exhaustifs, c'est qu'il faut faire attention au talent que l'on a. Faire attention, ça suppose qu'on regarde, on est un peu regardant sur ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire. Donc, il faut peut-être faire la liste de ce qu'on aime faire de sa vie. Et normalement, en tant que parent, on devrait aussi être associé à ce check-in-là depuis des années. Mais malheureusement, on se retrouve à le faire dans le contexte où l'enfant vient d'avoir un examen, où l'enfant vient de réussir à un examen. Ce n'est pas grave si c'est maintenant que vous réfléchissez avec les enfants à ce qu'ils doivent faire, mais le premier critère, c'est de partir d'abord d'une liste de ce qu'ils aiment faire. Et aussi, avant même d'avoir réussi à un examen, tout le monde rêve. Même enfant rêve. Vous posez la question à un enfant de 5 ans, vous allez avoir une réponse positive de son rêve, qui peut changer au fil du temps. Donc, il ne faut pas occulter cette participation de l'enfant qui vient de réussir à son choix. Et il faut aller avec une question ouverte de qu'est-ce que tu aurais aimé faire, qu'est-ce qui te dit, fais-en la liste en tenant compte de ce que tu aimes faire, de ce que tu fais bien. Et quand l'enfant rentre dans ce monde de description de ce qu'il fait bien ou ce qu'il aime faire, il va même au-delà de ce que les parents espéraient. Parce que ça lui fait une introspection et ça lui fait réfléchir sur lui-même, exercice que les jeunes ne font pas souvent. Donc, à cette étape-ci, le premier critère, c'est de l'aider à faire cette liste-là. Et aussi, après, parler avec lui de l'environnement. De l'environnement, parce qu'après une liste, il y a quand même ce qui marche dans l'environnement, ce qui, comment dirais-je, tient la marque de réussite, les filières porteuses, je veux dire. Il faut ce second critère de qu'est-ce qui marche dans mon environnement actuellement? Qu'est-ce que les gens demandent? Quels sont les services qui sont demandés? Alors, ça, c'est le deuxième critère, à mon avis. Tanaka Nekwa,
pourquoi vous pensez plutôt que l'orientation devrait commencer dès le plus bas âge, depuis la maternelle même. Mais pourquoi? Tout à fait. L'orientation, c'est tout un art qui fait intervenir une démarche scientifique et des experts, tels que des psychologues, tels que des professionnels, tels que la dame. Et je parle ainsi en connaissance de cause parce que, vous savez, elle a dit quelque chose sans s'en apercevoir, c'est que l'enfant, quand il atteint un âge donné, il est impossible de bien l'orienter quand on n'a pas déjà pris connaissance de comment il était dans l'enfance. Parce que si vous prenez quelqu'un qui a déjà le bac, à ce niveau, il a déjà connu une certaine forme de conditionnement et d'influence sociale qui fait que même ses choix au fond de lui ne sont pas forcément fondés. Un exemple simple, l'enfant qui peut-être aimait jouer à la batterie, c'est-à-dire attiré par la musique, ou prenons le cas d'une jeune fille qui est peut-être attirée par la coiffure. Elle se dit, bien, maintenant j'ai 18 ans, je suis une jeune dame, donc je dois être considérée comme telle. Et pour elle, déjà à 18 ans, parce qu'ayant le bac, elle n'a pas cette force intérieure de se dire j'aime la coiffure, donc je choisis de faire la coiffure. Donc l'orientation à son niveau sera faussée parce qu'il y a eu déjà un conditionnement qui a faussé les fondations. C'est pour ça, pour éviter de telles erreurs, on conseille qu'à la base déjà depuis la maternelle et en se basant aussi sur les classes intermédiaires qu'on puisse faire l'orientation. Donc c'est une nuance qu'il faudra relever. Monsieur Nakwa, moi j'aimerais bien comprendre. Vous savez, dans leur bas âge, les enfants, ils s'amusent. C'est vrai qu'en les observant, il y a des amusements qui sont plus prononcés que d'autres. Et en évoluant avec le temps, ils laissent ces amusements qui étaient prononcés les années précédentes pour d'autres amusements qui apparaissent encore plus importants. Dans ce cas, est-ce que le parent pourrait être sûr d'avoir fait une bonne orientation de cet enfant-là, en suivant ces critères dès le bas âge dont vous parlez? Oui, comme je l'ai dit, c'est le travail des experts. Hein. La dame l'a dit tout à l'heure. Madame Idossou, oui. Voilà. Madame Idossou. Voilà. Elle a dit que malheureusement, des parents ont failli à leur responsabilité en ne consacrant pas au minimum 24 heures avec les enfants. Les parents ont 24 heures dans la journée. Mais ils ne le consacrent pas, parce que quand je dis consacrer 24 heures à l'enfant, c'est se faire ami de l'enfant. L'écouter jusqu'à ce qu'il vous révèle les choses les plus intimes. Et parmi ces choses qui lui sont intimes, ce sont ses jeux. Ce dans quoi il est prêt à perdre le temps. Parce que quand vous êtes prêt à perdre beaucoup de temps dans quelque chose, ça montre que vous aimez la chose. Vous voyez bien. Et donc la question, si j'en reviens à la question de il faut observer l'enfant par rapport à ses jeux, c'est parce que c'est justement par rapport à ce qu'il appelle jeu, l'enfant appelle jeu, c'est ça qui constitue son activité demain. Déjà un soubassement pour l'activité future. Exactement. D'accord. On va prendre l'avis du docteur, de Maître Gaspard Alofa. Maître Alofa, bonjour. Bonjour, Maître Alofa, vous êtes en direct? Oui, Maître Alofa, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien. Merci d'avoir répondu à notre appel ce matin. Dites-nous, à votre avis, quels devraient être les éléments les plus pointus, les plus importants réellement parmi d'autres, sur lesquels les parents pourraient jouer pour une bonne orientation de leurs enfants pour un avenir professionnel garanti? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vous savez, aujourd'hui, l'éducation est devenue très capitale et chacun cherche les moyens qu'il pourra utiliser pour faire adapter ses apprenants. Et selon moi, ça peut dépendre
d'un apprenant à un autre. D'accord. Oui. Ce qui signifie qu'on ne peut pas utiliser les mêmes moyens pour Tous les enfants. les apprenants. Voilà. Hein? Peut-être vous avez un apprenant qui, bon, est respectueux et peut obéir à certaines directives. Et par contre, il y a d'autres, il faut gronder, il faut faire du bruit avant qu'ils puissent accepter certaines directives. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. Donc, pour donner des moyens pointus, je crois que ce serait un peu difficile pour le moment, mais je peux encore réfléchir et revenir un peu plus tard. Mais monsieur Alofa, sur le plateau ici, Madame Idossou parlait déjà de talent. Moi, je vais ajouter aptitude. Quand on prend ces deux paramètres, est-ce qu'ils sont plus ou moins représentatifs des critères dont il faut tenir compte pour l'orientation? L'aptitude. Oui, bon, si on prend ça, c'est un critère. C'est un critère, je crois que ça fait partie des éléments déterminants vraiment pour l'orientation, mais ne perdez pas de vue ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous avez dit, l'autre a parlé de quoi? De talent, oui. Bon, tous les enfants ne peuvent pas être talentueux, hein? Oui. Ça c'est clair. Oui. Oui. Les enfants ne peuvent pas être talentueux. Et si on va se baser sur ça, je crois que, bon, ça peut un peu pousser. D'accord. Vous restez avec nous, Maître Alofa. En entendant le débat continue donc sur le plateau. Docteur Valérie Idossou, c'est pas toujours facile de convaincre son enfant, de trouver une entente avec l'enfant par rapport au métier de son choix, parce que vous avez un enfant, par exemple, qui décide de faire un métier, alors que vous voyez que dans son comportement, même à l'école, il ne répond pas forcément à ses aspirations, à ce métier-là qu'il désire faire. Comment est-ce qu'on peut trouver une conciliation? Oui, et on le remarque très souvent, hein, c'est cette démarche d'éducation parentale où on veut dicter le choix aux enfants qui amène à ce que vous expliquez là. Mais dans le cas où on commence par aider l'enfant à s'interroger sur ce qui le passionne, on crée donc un dialogue avec lui. Vous savez, il y a des parents qui ont obligé leurs enfants à faire des séries que les enfants n'ont pas choisies. Les pères surtout, je ne veux pas incriminer un genre de parents, mais souvent les pères, parce qu'ils disent, tu dois faire le bac C. Voilà. L'enfant ne se sent pas capable de faire ça, mais comme nous sommes dans un système d'éducation où l'autorité paternelle prime, il est obligé de commencer, il tâtonne, des fois il réussit, et puis après. Donc, pour moi, pour éviter que le parent ait une autre vision pour l'enfant et que l'enfant ait une autre vision pour lui-même, il faut que les deux se parlent. Et il faut que les parents restent ouverts. Moi, j'ai déjà connu des étudiantes qui ont été orientées dans l'école où je travaille, mais qui, à la suite de la première année, ont quitté. Je rappelle que vous êtes au niveau de l'école supérieure des assistants sociaux. Voilà. C'est juste à la FSS là. Oui. Et il y a des étudiants qui viennent, qui ne sont pas motivés parce que les parents ont appris que c'est un secteur qui permet d'obtenir un travail rapidement. Donc, il faut l'orienter là. Même si c'est le cas, c'est pour ça à l'entame, je parlais de l'environnement. Qu'est-ce qui marche? Parce que les parents aussi sont, préoccupés par l'insertion de leur enfant plus tard. L'enfant même doit être préoccupé par son insertion. Et ce n'est pas toujours évident. Pour un jeune, aujourd'hui, relativement, on obtient les diplômes très tôt. Il y a des jeunes de 16 ans, des ados, il y a des jeunes de 17 ans, de 18 ans, ils ne sont pas toujours au clair encore. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous dites, ça peut changer. Oui. Je peux avoir une vision à 16 ans et à 18 ans, ça peut changer. Oui. Donc, pour fixer la vision, j'ai besoin de mes parents ou j'ai besoin d'un coach. Tout à l'heure, vous parliez de ceux qui sont des professionnels et qui aident. Ah, c'est très bien si on en a, mais toutes les familles ne peuvent pas avoir accès à ces services. Donc, il vaut mieux capaciter les membres de la famille pour qu'ils sachent
Comment, avec quelle stratégie on peut négocier ces genres de choses avec les enfants? Madame Idossou, je ne vous arrête pas, mais vous semblez revenir sur le concept de la filière porteuse. Et je voudrais qu'on fasse une clarification. La filière porteuse, qu'est-ce que c'est? C'est celle où il y a un nombre impressionnant d'étudiants qui rentrent, ou bien c'est celle, quand on finit, on a vraiment des débouchés sur le marché de l'emploi? Exactement, c'est celle où les services sont demandés. Et vous voyez, le gouvernement a même décidé d'orienter les jeunes vers les formations techniques professionnelles. Parce que des fois, on a besoin d'ouvriers techniques professionnalisés. On n'en trouve pas dans notre pays. Dans des secteurs bien définis. Mais il y a une culture du diplôme, des parcours longs, qui fait que quand tu enlèves ton enfant, tu l'orientes vers une formation, parce que ces formations sont souvent des formations de courte durée, au plus une licence. Mais puisqu'on est dans cette culture de longue durée d'études, quand on propose ça à un enfant, il dit, et puis après je vais devenir quoi? Et on lui dit, mais tu seras un technicien. C'est déjà arrivé où l'enfant veut dire, moi je vais devenir menuisier ou bien je vais devenir plombier, voilà, alors qu'on en a besoin. On a des amis qui sont ébénistes, on a des amis qui sont mécaniciens, qui ont fait le CPU il y a 30 ans où c'était juste 3 ans, mais qui ont complètement réussi leur vie parce que le besoin existe. Et il faut que... En fait, c'est le dialogue avec les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font maintenant. Déjà en première, je crois le ministère envoie des émissaires dans les écoles pour parler de l'orientation, mais ça ne suffira pas. Chaque famille doit s'occuper de ces jeunes qui vont vraiment aller dans les formations professionnelles pour les aider, pour les cadrer, pour ne pas être aussi dictateurs sur le bord. Parce que si on est dictateur, je connais des parents qui ont orienté des enfants en médecine, des enfants qui sont réussis au bac avec mention assez bien, mais qui n'ont pas pu faire la médecine et qui ont été réorientés après simplement parce que ce dialogue-là ne s'est pas établi et aussi parce que quand on a fini d'orienter, on n'a pas vérifié si l'enfant voulait. Parce que les jeunes, il ne faut pas oublier, ils sont en pleine croissance, ils veulent vraiment définir qui ils sont, des fois pour réagir négativement aux choix que leurs parents ont fait à leur prix. Ils vont pas au coup. Après, tu as gaspillé plus d'1 million parce que tu as payé la scolarité, le déplacement, l'alimentation et tu te retrouves avec un enfant à réorienter encore la 2e année. Donc, pour éviter ça, vraiment, il est important. Si ça ne s'est pas fait déjà, parce qu'il faut le faire bien avant, les résultats du bac, depuis la seconde et tout, en posant des questions au quotidien, quel est ton rêve? Et aussi en observant, parce qu'on peut rêver de ce qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on voit à la télé des choses et on veut ça, mais est-ce qu'on a les capacités de le faire? Quelles sont les aptitudes? Quand vous parlez d'aptitudes tout à l'heure, moi je voudrais dire que moi j'ai parlé de talent, parce qu'il y a des choses qui sont presque innées quand on observe. Mais les aptitudes, on les apprend. Aux côtés de quelqu'un, un enfant devient apte parce qu'il a peut-être vu sa mère faire telle chose, son père fait telle chose et il veut imiter. C'est comme ça que les aptitudes naissent. Donc, les talents, c'est vraiment ce que vous ne pensez pas voir chez votre enfant et qu'il a. C'est pas vous qui lui avez appris ça et tout. Idossou, avec votre permission, on va marquer une pause sur ce plateau et retrouver les amis, les compatriotes qui ont leur petite idée sur la question. Voici leur impression. Entre-temps, il y avait des cellules installées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui orientaient les nouveaux bacheliers à faire un bon choix. Autre chose est de réussir au bac. Et le baccalauréat a plusieurs séries. Après le bac, c'est vrai, on oriente les jeunes étudiants vers des différentes filières qu'ils peuvent choisir. Il faut savoir là où on va. Il faut avoir des objectifs. Et c'est bien que des aînés qui ont un peu d'expérience puissent guider les plus jeunes. Il y a une vie après le bac. Et cette vie, c'est la vie professionnelle. Et pour la réussir, il faut choisir des formations qui puissent vous permettre demain d'être autonome, d'être indépendant,
Donc c'est un peu ça. Donc il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation, d'éducation de cette nouvelle génération vers les métiers d'avenir. Organiser cette séance au moins pendant un mois avant la rentrée dans les 77 communes. C'est une demande que moi je fais à l'endroit de l'État béninois. Le monde d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Et ça, c'est dans la pratique. Il faut des formations pratiques, des formations professionnelles. Et il faut que désormais les jeunes qui aspirent à trouver du boulot s'orientent vers ces genres de formations. Et il y a des gens qui ont compris. Ils ont des licences dans des formations purement théoriques. Et aujourd'hui, ils ont compris que bon, il faut aller peut-être à la couture. Il y en a qui vont vers l'artisanat, vers la couture, vers le stylisme. Et oui, voilà l'avis de quelques Béninois. Monsieur Nakwa, quelle est votre appréciation? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui l'a dit. N'est-ce pas? Oui. Je rejoins Madame Idosso pour dire que nous connaissons un problème vraiment profond en ce qui concerne l'éducation. Mais moi, je voudrais avoir votre avis sur les interventions des compatriotes. Par rapport aux interventions qu'ils ont faites, je pourrais dire que c'est très important que nous puissions retrouver cette époque de la belle orientation où des structures spécialisées au sein dans les 77 communes puissent vraiment orienter les enfants déjà à partir des classes intermédiaires. Pas question de se dire que c'est après le bac. Parce qu'après le bac, l'enfant est déjà forgé. Il y a comme une carapace qui est derrière et il est difficile de trouver un peu, comme Madame Idosso le disait, son talent. Il n'est plus malléable, exactement. Donc, le plus tôt serait le mieux. Docteur Valérie Idossou, on constate que les enfants ont plus de réticence à aller vers certains métiers quand on va à l'école, certainement à cause du conditionnement social. On veut devenir avocat, on veut devenir docteur, alors qu'il y a des métiers dans lesquels on peut orienter l'enfant très tôt. Bien sûr, c'est toujours l'effet de la culture. Maintenant, il faut s'interroger. Est-ce que cette culture de l'intellectuel en griffe au Bénin, le Akawé, moi je rappelle que je n'ai pas fait mon parcours de doctorat en un bloc. J'ai fait d'abord une formation d'assistante sociale, j'ai travaillé, j'ai plein de compétences que je développe personnellement, j'aide ma communauté pour plein de choses. Et c'est après que j'ai senti le besoin de me renforcer, évidemment, parce que j'ai un talent de formatrice, je sais transmettre. Donc, on peut aussi faire ce genre de formation. Je suis d'accord avec vous parce qu'il y a plein de jeunes qui pensent qu'il faut faire des études linéaires. Quand on commence au CI, il faut terminer à l'université avant de chercher à travailler. Exactement. Or, entre-temps, on peut marquer une petite pause, travailler, acquérir d'autres connaissances et puis après se réinscrire à l'université et sortir avec de gros diplômes. Exactement. Donc, ce mythe-là du cours de courte durée de la formation n'empêche aucun jeune de devenir un expert plus tard. Il y a plein d'exemples comme ça. Vous pouvez faire juste un BTS en bâtiment, une licence en technologie alimentaire et après devenir un docteur dans le domaine. C'est encore meilleur parce que vous avez de l'apprentissage. Capitalisez sur le chemin, vous apprenez plus vite tout ce qui est théorique, vous êtes en capacité de développer également des théories et vous contribuez mieux au développement de votre nation. Donc, en fait, il faut vraiment essuyer, il faut reconditionner, comment on dit, il faut reformater le disque. Oui. Renouveler. Et les jeunes ne peuvent pas le renouveler sans les adultes. L'autre dira qu'il faut faire un lavage de cerveau. Il faut faire un lavage de cerveau. Et il ne faut pas oublier aussi que quand on fait une formation technique, on peut s'auto-employer. Justement, c'est la question que j'allais poser à M. Gaspard Alofa. Maître Alofa, vous êtes en ligne, vous êtes en direct toujours sur cette émission, oui. Alors, Maître Alofa, voilà, dites-nous, est-ce que l'objectif que les apprenants devraient viser devrait être l'indépendance et l'autonomie professionnelle? En réalité, c'est oui. En réalité,
l'indépendance et l'autonomie professionnelle. Oui, maintenant, le problème est que, d'abord, vous avez posé une question tout à l'heure à Mme Franck, la connexion de par cœur. Vous avez demandé si, c'est-à-dire par quel moyen il faut convaincre l'apprenant. Je crois que c'est ça qui continuait. Par quel moyen il faut convaincre l'apprenant à faire le choix de l'filière professionnelle. Oui. Voilà. Donc, si c'est ça qui continue, ce que j'allais commencer par dire par là, c'est que d'abord, c'est un peu difficile, puisque si jamais vous choisissez quelque chose à l'enfant où il ne se retrouvait pas dedans, il va vous condamner tout le temps. C'est comme mon papa qui m'a mis dans ça. Je ne maîtrise rien. Je ne veux pas faire la médecine. C'est mon père qui m'a envoyé là-bas. Voilà, j'ai perdu 2 ans. Maintenant, je me suis retrouvé en droit. Des choses comme ça. Oui. Ouais. Donc, c'est un peu difficile. Mais là aussi, il y a la question du débouché. Si on peut mettre ça en avance et arriver à utiliser ça à l'enfant, c'est-à-dire, si vous faites ceci, parce que ce serait un peu difficile pour vous de vous en sortir, et avec des preuves à l'appui, ça pourra permettre quand même d'orienter l'enfant là à faire un autre choix qui peut lui permettre de surtout employer plus tard. Avec des exemples concrets sur le terrain. Vous faites l'agriculture, il y a quelque chose qui se fait aujourd'hui, c'est ceci qui donne, c'est l'autre qui donne. Voilà un peu ces orientations que je pense qu'on peut donner. Maître Alofa, certains parents regardent également l'aspect financier, le rendement. Si mon enfant exerce dans tel corps de métier, il y a plus, je ne sais pas, une augmentation au niveau du salaire par rapport à d'autres métiers. Est-ce que vous pensez que ces parents font bien de penser ainsi ou pas? Bon, vous savez, tout le monde veut là où c'est bien. Tout le monde veut là où c'est bien, mais l'autre chose, est-ce que réellement, en orientant l'enfant dans ce domaine, est-ce qu'il va trouver ce boulot-là plus tard? C'est encore la question. C'est pourquoi je parlais, par exemple, de la médecine. Presque tous les parents, quand les enfants du bac, on constate qu'il a fait la médecine, qu'il a un docteur, tout ça là. C'est comme si chaque famille voudrait avoir un médecin dans son escarcelle. Dans l'espoir. Pour être en sécurité. C'est ça. Voilà que peut-être l'enfant n'est pas fort dans les domaines pour assurer ce métier. Et il commence plus tard, il est ajourné et on le renvoie. Il va jeter le tort sur le parent. Ou soit, il prend le domaine et puis il s'en sort, mais après, le boulot devient un peu compliqué. S'il n'y a pas de moyens pour qu'il puisse s'auto-employer, il aura le diplôme. Alors, Maître Alofa, en nous tendant vers la fin de ce débat, si vous devriez donner des conseils aux parents qui nous suivent, que diriez-vous? Bon, ce que je peux dire aux parents qui nous suivent, c'est de voir l'actif de l'enfant, voir en quoi l'enfant quand même déploie quand même des potentialités et l'accompagner dans ce domaine. Si il voit que ce domaine est quand même prometteur. Maintenant, lorsqu'il voit que le domaine n'est pas trop positif, plus tard, ils peuvent orienter des enfants sur un autre domaine tout en donnant des preuves, tout en les accompagnant fermement pour qu'ils puissent arriver à réussir dans ce domaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur Alofa. Nous vous souhaitons une très bonne suite de journée. Merci d'être intervenu dans ce débat et à très bientôt. Merci beaucoup. De retour sur le plateau, donc, Alain Sochoumé, on va laisser la parole à Tanaka Nekwa. Vous, qu'est-ce qu'on garde de ce débat par rapport à l'orientation professionnelle? Votre mot de la fin? Mon mot de la fin par rapport à l'orientation, si je dois vous poser en tant que journaliste, est-ce que ça vous plairait de devenir un shoemaker ou un matelassier? Oui. Vous diriez certainement non.
Mais pourtant, sur cette planète Terre-là, quand on entend les noms de marques comme Louis Vuitton... Ah non, on ne va pas faire de la publicité. Hein. Non, je ne fais pas de la publicité. Bien sûr que c'est de la pub. Mais je prends un exemple. Il n'est pas au pays, heureusement. Bien sûr qu'il est au pays. Quand je prends cet exemple, peut-être, d'accord, vous entendez que le sac se vend peut-être le sac le plus cher se vend à 500 millions de francs CFA. Donc, quand vous interrogez un enfant, vous lui dites, est-ce que tu veux être shoemaker? Il dira non. Mais quand tu lui dis, mais est-ce que tu sais que tel a réussi? Il est bien posé dedans. Il dira, waouh, ça me plaît ça. Donc, c'est comme ça, au fait, nous devons commencer par travailler dans les écoles, à faire la promotion des métiers d'art, des métiers qui valorisent vraiment et qui sont vraiment productrices de richesse. Oui, mais votre intervention me fera dire ceci. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un travail d'image qu'il faut faire? Parce que quand on dit shoemaker, d'abord, la plupart des enfants ne savent pas que c'est cordonnier en anglais, et ils associent ça à ces compatriotes africains. J'ai bien envie de dire souvent que nous sommes tous compatriotes africains qui se promènent de rue en rue pour réparer nos chaussures, alors qu'on peut installer des usines de fabrication de chaussures, de marques. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail d'image à faire au niveau des enfants? Très bien. Il y a un travail d'image à faire au niveau des enfants pour que plus jamais nous ne dénigrons de ces métiers-là qui sont porteurs d'emploi. Et ce travail-là, comment l'enfant peut le recevoir si le parent à la maison ne le fait pas avec la masse? Si l'enseignant n'a pas reçu cette éducation aussi pour transmettre cela à l'enfant, de sorte que désormais au Bénin, comme dans d'autres pays, on trouve valorisant d'être shoemaker, on trouve valorisant d'être matelassier, parce que c'est des gens, au fait, qui font tourner l'économie béninoise. Et c'est important aussi qu'on en appelle, en tout cas, si vous permettez, qu'on appelle le gouvernement dans ce sens-là, pour qu'on ait de temps en temps la capacité de faire non seulement des sensibilisations dans les établissements, mais de créer une dynamique qui amène ce réveil des métiers au Bénin. Non, je pense que le gouvernement fait ça. Le gouvernement joue sa partition. Et moi, personnellement, j'ai eu à marcher un soir au sorti de bureaux par ici, et j'ai vu des ouvriers en train de lustrer des pavés. Super. Et quand vous marchez sur les as là, je crois qu'après la fête de l'indépendance, les Béninois vont pouvoir constater, ça brille en réalité. Oui. Et ça, c'est des Béninois qui ont fait ça. C'est formidable. Donc, des métiers manuels, on en a besoin, et je pense que le gouvernement est en train d'encourager la chose. Alors, Madame Idossou, la question d'image continue. On pense que quand on est couturier ou bien couturière, on est aux bas étages de la société, ou bien quand on est cordonnier, shoemakers, comme on le dit en anglais, on n'est pas valorisé comme les autres. À votre avis, quels sont les mécanismes, les leviers sur lesquels il faut agir ici et maintenant pour que dans quelques années, cette image-là disparaisse de la tête de nos compatriotes? Okay, je vais juste dire deux choses par rapport à ça. Premièrement, en rapport avec le gouvernement, il y aura les séances d'orientation vont continuer. Ça a démarré depuis la première, mais je pense qu'il y aura un mois, ce que le spectateur là, réclamait. Je pense que c'est bien programmé. Ça se fait chaque année d'ailleurs. Et ce que je voudrais suggérer, c'est que lors de ces orientations-là, que des personnes qui peuvent aider à changer l'image négative de certains métiers puissent venir comme des témoins. Il y a une fille qui a eu son bac, par exemple, il y a 2 ans. Elle a fait le bac C. Et je ne me souviens plus si elle avait une mention, mais c'est une fille qui travaillait très bien. Mais elle a simplement dit à ses parents, je ne veux pas aller à l'université. Sa sœur a eu une place en pharmacie, mais elle dit, elle veut devenir styliste. Et elle est allée à Dakar pour se faire former. Si on a de ces gens d'expérience... Encore qu'on a des centres de formation en couture au Bénin. Oui, elle voulait faire une école... Voilà, il ne faut pas que quelqu'un se dise, il faut que j'aille forcément à Dakar. Voilà, encore qu'on peut trouver localement nos cordonniers. Nous avons des cordonniers qui font très
très bien et qui gagnent très bien leur vie. Nous, les femmes, quand on va chez un cordonnier qui nous demande 5 000 francs pour couper nos talons et autres, on se demande si on est au Bénin. Mais imaginez les revenus journaliers de ce cordonnier-là. Donc, vraiment, lors des orientations, ce serait très intéressant de partager, de faire partager ce type d'expérience ou de gens qui étaient orientés ailleurs, qui ont été obligés de revenir en arrière pour faire des formations. Avec comme corollaire la perte du temps. Mais au moins, ils sont capables de dire aux plus jeunes, ne faites pas comme moi, parce que j'ai dû revenir sur mes pas. Ça, c'est ce qui concerne l'orientation qui va être, comment dirais-je, faite par le gouvernement. Maintenant, pour un pays qui veut se développer, le gouvernement seul ne suffira jamais. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les familles. Et nous avons la chance que les heures de sortie du travail maintenant ont été réaménagées. Et les parents, on souhaiterait que dans les écoles aussi, ça suive. Pour que les enfants, pendant que les parents sont un peu libres, que les enfants aussi soient un peu libres et qu'ils puissent faire d'autres activités extrascolaires que ce qui leur est proposé à l'école. Parce que les activités extrascolaires de l'école ne permettent pas toujours de développer d'autres aptitudes. Si les parents ont 2 heures ou même 1 heure par jour dans la semaine pour amener leur enfant chez le peintre, voir, comment dirais-je... Comment est-ce qu'il manipule les produits, le plastique. Voilà, le plastique. Comment... Je suis sûre que ça va aider à développer des talents chez les enfants. Quand nous allons en Europe, quand nos frères vont les premières années, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissonnent les murs, ils font des trucs plein qu'ils n'ont même jamais essayé. Comment se fait-il qu'ils apprennent aussi vite? Ça veut dire que nos jeunes peuvent apprendre aussi vite. Et quand ils auraient appris ça, avec bien sûr l'accord de leurs parents, ils peuvent finalement mieux s'orienter plus tard dans leur vie. Voilà ce que je voulais ajouter. Effectivement, Alain Sochoumé, vous étiez en train de le dire. Aujourd'hui, il existe au Bénin des centres de formation. Vous pouvez apprendre la coiffure à l'école, faire la première année, la deuxième année, aller à l'examen. Ce n'est plus aujourd'hui négligé comme avant. Il faut qu'ils viennent partager les expériences. C'est très important de mettre dans la mentalité des parents aujourd'hui que mon enfant peut être en train d'aller à l'école, suivre un cours académique normal et commencer à bas âge aussi une activité professionnelle. C'est-à-dire, quand l'enfant, on est en congé, pas question de rester à la maison, dire qu'on se repose. Non. Mais il faut se reposer. L'enfant va aussi l'enfant va aussi apprendre un métier. Il rentre un peu tôt. Ah, tiens, va prendre ta machine à coudre. Tiens, va jouer un peu de la guitare s'il veut être artiste. Tiens, va faire ci, va faire ça. C'est important aujourd'hui et rien n'est à négliger dans ce domaine. Eh bien, voilà, je pense qu'on ne saurait bien conclure. Mesdames, Messieurs, vous le savez désormais, ce n'est pas une question de tendance, non, pas du tout. C'est une question existentielle, presque, parce que il ne sert à rien de transformer nos écoles en des centres qui forment des chômeurs et qui déversent sur le marché des gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose de leur demain. Alors, comment est-ce que nous allons renverser la situation? Nous, sur ce plateau, nous avons voulu participer donc à ce renversement de situation justement pour nous dire que désormais, les études académiques, d'accord, les études professionnelles d'abord. On peut associer les deux, quel que soit l'âge. Plus on est jeune, plus on a la capacité d'assimiler. Donnons la chance à nos enfants, à nos jeunes frères et sœurs d'apprendre plusieurs choses à la fois et d'être des hommes et des femmes accomplis, n'est-ce pas, Madame Je suis entièrement d'accord avec vous, Alain Sochoumé. On remercie donc nos invités pour être venus sur le plateau. Merci pour votre disponibilité. Chers amis téléspectateurs, la pause s'impose et on ne va pas s'y opposer.